Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast L'APO Micro, le podcast de l'Association parisienne des étudiants en orthophonie. À travers ce podcast, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur cette profession essentielle, ainsi que sur ses différents domaines et axes de prise en charge. Vous allez également découvrir les différentes méthodes de rééducation, ainsi que le matériel associé. Et enfin, vous pourrez aussi poser toutes vos questions sur notre compte Instagram APO Paris. Alors aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu différent, plus introspectif, plus humain. Un épisode qui parle moins d'outils ou même de techniques, mais davantage sur ce qui se joue dans la relation de soins, et en particulier en neurologie. Parce qu'en neurologie, on accompagne des patients confrontés à des pertes parfois brutales, parfois progressives, et dans ces contextes-là, la relation thérapeutique est un outil de soin à part entière. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Ferbus, orthophoniste, qui va nous partager une réflexion précieuse sur ce lien, la souffrance et la place du soignant et de l'aidant. Alors, avant de commencer cet épisode, on aimerait en savoir un peu plus sur toi, Sarah. Donc, est-ce que tu peux nous présenter à nous et nous parler de ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous, bonjour Eva. Moi, je m'appelle Sarah, je suis orthophoniste depuis 2022 et depuis mon diplôme, j'exerce dans un cabinet libéral dans le 13e arrondissement de Paris. J'ai un exercice 100% libéral et ma patientèle est composée en très grande majorité de patients qui ont une atteinte neurologique, donc en partie neurodégénérative. Donc ça va être les patients qui vont souffrir de démence type Alzheimer, de sclérose en plaques, syndrome parkinsonien et autres. Et puis l'autre partie de mes patients, ça va être des patients qui présentent des troubles qu'on appelle neuroacquis, qui vont avoir subi un AVC, qui vont avoir une tumeur cérébrale, un trauma crânien, voilà, plutôt ce genre de choses. Merci beaucoup Sarah, donc on va pouvoir commencer. Donc en neurologie, on dit souvent que la relation elle est au cœur de la prise en charge. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans ta pratique ? Alors, pour moi en neurologie, contrairement à certaines autres prises en charge qu'on peut faire en orthophonie, on n'est pas là pour soigner un seul symptôme isolé, un trouble articulatoire, un trouble du langage écrit par exemple. On est là pour accompagner une personne qui traverse, comme tu l'as dit dans ton introduction, qui traverse une perte. Ça va être une perte de capacité, une perte de repères, et ça peut parfois aller jusqu'à la perte de certains repères identitaires en fait. Donc, en ce sens, en fait, la relation va représenter un véritable socle dans la prise en charge parce qu'elle va définir après les capacités d'engagement de notre patient. Si la relation est présente, ça crée un socle qui va entraîner justement le fait que le patient va s'engager dans le soin et d'une certaine manière va être en sécurité dans la prise en soin. Et on sait très bien que le cerveau apprend toujours mieux dans sa zone de sécurité. Et donc, justement, en parlant de ce partenariat de soins, qu'est-ce que l'alliance thérapeutique et que permet-elle ? L'alliance thérapeutique, pour moi, et je pense pour une grande partie de mes collègues, c'est un accord un petit peu implicite. En fait, dès l'instant où nous, on va contacter un patient pour lui offrir cette opportunité d'avoir un rendez-vous quand il va faire sa demande, on s'engage à travailler vers un objectif. Le fait de créer une alliance thérapeutique, ça veut dire qu'en retour, le patient, lui, s'engage à travailler avec nous, donc pour qu'on travaille ensemble, vers un objectif commun qui est de suppléer, d'aider, de compenser, de renforcer les performances cognitives. C'est pas être gentil ou être sympa, c'est au-delà de ça, c'est vraiment construire une confiance solide pour que le patient, au cours de sa rééducation, puisse éviter tout ce qui peut être connoté négativement. Ça va être le découragement, ça va être aussi l'épuisement à force. Le patient n'en peut plus, le patient est fatigué et le patient peut être aussi frustré. Il sait qu'il était capable de faire ça avant, il sait qu'il ne peut plus le faire aujourd'hui. Ça crée de la frustration. Si on crée cette alliance thérapeutique solide, ça va permettre au patient d'en fait pouvoir oser se confronter à l'erreur. Il est devant quelqu'un, forcément c'est désarçonnant, ça met mal à l'aise de savoir qu'on va se tromper, de montrer qu'on ne sait pas. Et le fait de se confronter à son déficit
ça peut mettre mal à l'aise, ça peut être frustrant, ça peut être, en tout cas, c'est toujours connoté négativement. Et cette alliance thérapeutique, justement, elle va permettre de pouvoir persévérer malgré tout. Et donc pour justement maintenir cette alliance thérapeutique, quelles sont les qualités qu'une ortho doit avoir pour que celle-ci règne tout au long de la prise en charge? Alors, je dirais qu'il y a 3 qualités principales à avoir quand une orthophoniste intervient en neurologie principalement. C'est dans un premier temps la fiabilité. Il faut faire ce qu'on dit. On ne fait pas miroiter au patient qui va tout récupérer si c'est pas vrai. On lui fait pas miroiter que ça va aller beaucoup mieux. On dit ce dont on est sûr, on exprime nos doutes s'il y en a, et on se tient à notre discours. Donc ça, pour moi, la fiabilité, c'est première qualité à avoir. Dans un second temps, je vais dire qu'une orthophoniste doit faire preuve de constance. Elle doit être stable dans ses réactions. Le patient fait une erreur, le patient montre des signes de faiblesse, doute. Nous, on est droit face à ça, on est constante dans nos réactions, on tient le discours qu'on a tenu et on reste à l'identique face à lui. On montre cette stabilité. Et enfin, dernière qualité, je parlerai de la contenance. Être contenant, à mon sens, c'est accueillir l'émotion du patient sans pour ça la laisser déborder. C'est pas être froid, bien au contraire, mais c'est se montrer suffisamment solide pour représenter un appui pour le patient. Et est-ce qu'il arrive parfois que la relation devienne plus importante que les progrès en eux-mêmes? La relation, au-delà d'être plus importante, c'est surtout un préalable à la rééducation. En fait, cette relation permet d'accéder à la rééducation. Avec cette relation, on va laisser l'opportunité au patient de restaurer une partie de sa dignité ou de l'estime de lui-même qu'il va pouvoir avoir perdu à cause de ses troubles neurologiques. Et puis, cette relation va aussi favoriser à la fois la motivation et puis le désir d'agir, le désir d'être acteur principal de sa prise en charge. Et donc, quand on débute, on a souvent envie de soulager, de réparer, de faire disparaître même la souffrance. Mais en neurologie, on sait que c'est pas toujours possible malheureusement. La souffrance de ne pas être la personne qu'on était avant reste présente et c'est difficile pour nous en tant que professionnels de santé d'accepter notre impuissance face à ce sentiment. Comment on fait pour accueillir les larmes, la colère, le découragement, sans pour autant chercher à les faire taire? Bah oui, c'est super intéressant que tu poses cette question. En effet, c'est important d'une part de reconnaître et de rendre légitimes les troubles du patient, mais avant de chercher à rassurer ou à apaiser la détresse que le patient va ressentir, il faut lui dire que c'est normal. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est difficile. Oui, c'est moins bien qu'avant. Et c'est vrai. On ne va pas chercher à lui dire non, mais ça va aller mieux. Mais c'est un peu de la poudre aux yeux, on ne va pas se mentir. Donc on ne cherche pas à minimiser le trouble, surtout parce que l'effet inverse que ça va créer, c'est que ça va créer un sentiment de culpabilité chez le patient. Ah bah peut-être que je fais pas assez d'efforts, peut-être que je travaille pas assez, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Donc on ne minimise pas l'atteinte neurologique. Elle est là, elle est parfois assez importante et on la prend en charge telle qu'elle est, mais on la minimise pas. Par contre, chose très importante dont j'ai envie de parler, c'est que c'est important d'alerter aussi le patient de sa propre détresse psychologique. Quand on voit que ça fait plusieurs séances, que le patient en arrive aux pleurs, que le patient est découragé, que les performances sont nettement inférieures à la moyenne, je trouve ça important de pouvoir le verbaliser, de dire à ce patient, en ce moment je vois que ça va pas, en ce moment je vois que c'est moins bien, est-ce que ça va ? Et on voit sa réaction. En fonction de sa réaction, on peut ou alors lui suggérer ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, lui dire bah là en ce moment ça va pas, moi je vous propose de faire une pause, vous faites ce que vous estimez être juste, vous profitez de votre famille, vous allez discuter avec un psychologue, vous faites ce qui vous fait du bien. Quand vous vous sentez prêt et remotivé, vous reprenez contact avec moi. Ou alors on propose quelque chose de parallèle. Je veux bien continuer l'orthophonie,
Par contre, il faut vous faire aider psychologiquement. C'est toujours plus facile de venir chez l'orthophoniste que d'aller chez le psychologue parce qu'un trouble cognitif est plus facile à admettre qu'un trouble psychologique. Pour autant, on ne peut pas cognitivement progresser ou être stable quand psychologiquement ça ne va pas. Et je n'ai pas pour vocation d'être psychologue, ce n'est pas ma profession. Et donc voilà, chacune son champ de compétences. Je suis là pour travailler sur l'aspect cognitif. Mes collègues psychologues sont là pour travailler sur l'aspect psychologique justement. Et c'est des co-thérapeutes qui travaillent ensemble dans la même direction, mais voilà, différemment. Et donc, en quoi finalement notre simple présence, elle peut parfois aussi être plus thérapeutique que les mots? En effet, face à la détresse d'un patient, en général, j'essaye de me montrer calme et sereine pour l'aider à se réguler. Parfois, c'est pas suffisant. Donc, au lieu de moi-même lui apporter des réponses qu'il ne va pas chercher lui-même, je vais plutôt chercher à le faire se questionner sur ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui vous rend malheureux en ce moment? Pourquoi ça va pas? Je lui apporte pas des réponses toutes faites, je cherche à ce que lui-même se questionne sur les raisons de son mal-être. Et en neurologie, on ne soigne rarement qu'une seule personne. Il y a très souvent un aidant à ses côtés. Comment définir la place de l'aidant dans la prise en charge? Alors, la place de l'aidant, elle est super importante. Déjà, dans un premier temps, c'est souvent notre premier contact. C'est lui qui va appeler, lui qui va faire la demande sur la liste d'attente. Et ça va vraiment être une partie intégrante de, je sais pas ce qu'on pourrait appeler le système thérapeutique ou la triade, j'en sais rien. Mais oui, il en fait partie intégrante. C'est pas un spectateur, c'est à la limite du co-thérapeute, en fait. C'est quelqu'un qui va éprouver des grandes difficultés. En fait, généralement, dès le moment où il vient, il va pouvoir déjà éprouver une certaine fatigue, qui est à la limite de la fatigue chronique en fait, parce que la journée, il se dépense pour son époux, son parent, voilà. Et la nuit, il est jamais serein. On ne sait jamais s'il arrive quelque chose, donc c'est jamais de véritable repos. C'est aussi des gens qui vont pouvoir se sentir assez coupables de se dire j'ai pas fait assez pour mon proche, j'ai pas été suffisamment attentif, suffisamment vigilant. Et puis, c'est aussi des personnes qui vont ressentir malgré une certaine ambivalence. Ils ont beau aimer très profondément leurs proches, en fait, il y a des moments où ils n'en peuvent plus. Ils sont épuisés et parfois ils sont agacés, ils sont à fleur de peau, les pauvres, et ils n'en peuvent plus, quoi. Donc, c'est important de légitimer leurs émotions, de leur expliquer que c'est normal parce que c'est généralement quelque chose qu'ils ne verbalisent pas. Et personnellement, il arrive très souvent que je demande à l'aidant comment ça va. Et l'aidant va souvent me répondre aujourd'hui il a bien dormi, il a bien mangé. Je dis non, mais vous, comment ça va? Et il y en a certains qui étaient très émus par la question parce qu'en fait, ils vont jusqu'à s'oublier eux-mêmes, quoi. C'est des gens qui vont aller jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Et d'ailleurs, on peut parler parfois même du patient invisible. Et donc justement, en parlant de patient invisible, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Le patient invisible, pour moi, c'est quelqu'un qui va, malgré la pathologie de son proche, souffrir d'une atteinte physique, d'une atteinte psychique, et parfois, ça peut aller jusqu'à une atteinte socialement parlant. Il s'éloigne de ses amis, il arrête de faire les sorties qu'il faisait seul, etc. Comment arrives-tu à justement poser un cadre qui est clair pour protéger à la fois le patient, cet aidant, et en même temps te protéger toi en tant que soignante? Alors, le cadre, c'est dès le départ. Généralement, quand je reçois les patients pour l'anamnèse, je les reçois évidemment avec leurs proches parce que j'ai besoin d'infos concrètes, précises, claires. Donc, pour être sûre de tout ça, je les reçois en compagnie de leur aidant. À part durant cette séance et la séance où je vais rendre le bilan, l'aidant ne sera pas présent en séance. Je sais qu'il y a des collègues qui le font. Pour ma part, la séance, c'est le moment où je m'intéresse à mon patient et uniquement à mon patient, où j'interviens et
où on est seul. C'est aussi parfois le moment pour les dents de souffler pendant une petite demi-heure du coup, voilà. Et par contre, dans un autre temps, moi j'hésite pas à proposer des entrevues perso, des appels SMS au besoin à l'aidant, si jamais il a besoin de me faire part de choses dont il veut pas forcément parler devant son proche, oui, tout à fait. Finalement, c'est un petit peu l'équilibre entre la bienveillance d'un soignant et puis la fermeté du professionnel de santé. Et certaines situations sont particulièrement complexes, notamment face à l'anosognosie ou à l'opposition. Donc, pour rappel, l'anosognosie correspond à la méconnaissance par le malade de sa maladie. Et comment différencier une anosognosie d'un refus psychologique ? Alors, comme tu l'as très bien dit, en effet, l'anosognosie, c'est vraiment le trouble neurologique. Le patient n'a pas accès à son déficit. Pourquoi ? Parce que généralement, c'est trop douloureux à accepter. Ça s'oppose au refus psychologique, aussi appelé le déni, parce que dans la nosognosie, il y a une partie de toi qui n'est pas conscient de ce que tu es en train de faire. En ce qui concerne les patients anosognosiques, ce qui est important, c'est de ne pas lutter ou de ne pas confronter brutalement le patient à sa maladie. Sans quoi, on risque d'avoir un patient qui se montre presque agressif, en tout cas défensif, et qui se montre dans l'opposition. Et c'est tout le contraire de ce que j'expliquais précédemment avec l'alliance thérapeutique, en fait. L'idée, c'est de pouvoir privilégier le concret si on a un désaccord. Le patient te dit non, mais moi ça va très bien avec les mots. Ok, soit, vous pensez que ça va très bien. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? J'aime tel sujet, que sais-je, la cuisine. Ok, j'ai un exercice qui parle de cuisine, on va le faire ensemble. Je vous laisse les 10 premières minutes, vous faites tout seul. Si jamais il y a un souci, vous revenez vers moi, donc on se montre toujours contenant. Et si jamais il y a un souci, vous revenez vers moi et puis on en discute après. Puis tu vois bien qu'au bout de 7 ou 8 minutes, il a fait 2 réponses sur les 20, tu reviens vers lui. Ça coince un petit peu ? Oui, écoutez, c'est exactement pour ça que je suis là, je vais vous aider, on va faire ensemble, il n'y a pas de souci. Vous voyez que là, il y a un problème, moi c'est mon travail de venir vous aider là-dessus. Donc toujours être rassurant, mais éviter l'argumentation futile qui serait superflue. Faire prendre conscience seul au patient de son trouble. Et c'est important aussi, tout en faisant prendre conscience à son patient, de maintenir le lien, de gérer le rythme auquel on va faire évoluer cette acceptation de la maladie. Et justement, face à cette opposition, comment on peut maintenir ce lien qui est parfois même l'enjeu principal ? L'enjeu principal, oui, tout à fait. En fait, l'intérêt de maintenir ce lien et comment on va le faire, c'est on va le rassurer, lui dire, écoutez, moi, en fait, c'est mon travail. Moi, je suis orthophoniste, je suis là pour intervenir dans les troubles cognitifs, donc sur le langage, sur la mémoire, sur les fonctions exécutives, et je suis là pour vous aider. En fait, il y a un trouble. Si jamais il n'y avait pas de trouble, vous ne viendriez pas me voir. Mais c'est mon travail de vous aider. Moi, j'ai appris à faire ça. Je sais comment vous aider. Donc maintenant, on avance ensemble pour pouvoir progresser, maintenir ou stabiliser ce que votre cerveau est capable de faire aujourd'hui. Toujours, et parfois ça peut être un petit peu répétitif, il y en a qui ont besoin de ça à chaque séance, il y en a qui ont besoin de ça vraiment beaucoup au début, mais toujours se montrer fiable, toujours être constant. Comme je le disais au début, garder ces qualités qui font que on est solide face au patient et il peut se reposer sur nous s'il en a besoin. Et donc nous, en tant qu'orthophonistes, on est confrontés à devoir poser un diagnostic et on sait qu'en neurologie, c'est jamais anodin. Comment annoncer sans brutaliser ? Alors, vaste question que l'annonce du diagnostic. Déjà, comme je te le disais précédemment, on n'annonce pas seul. Généralement, on demande la présence d'un aidant, surtout quand c'est quelque chose de pas très fun. En fait, il s'agit, dans les grandes lignes, d'être clair mais progressif.
on n'est pas brutal. Mais on ne fait pas non plus d'euphémisme. Vous avez un petit trouble du langage, c'est pas vrai. Vous avez un trouble du langage. C'est important de dire les vrais mots. Il n'y a pas de « il y a un petit truc qui coince », non. On donne la vérité, parce que le patient mérite la vérité sur son état de santé, mais une vérité qui est digeste quand même. Généralement, dans mes bilans, ça fonctionne en code couleur. Donc il y a beaucoup d'écarts types de percentiles. Ils comprennent pas, c'est pas leur profession, c'est pas leur domaine, c'est pas grave. Rouge, ça va pas, jaune, c'est fragile, vert, ça va. Rien qu'avec ce code couleur, on analyse ensemble le bilan. À l'œil, ils arrivent à percevoir à quel point ça va, à quel point ça ne va pas. On fractionne les informations, on y va tranquillement, on a besoin de réexpliquer, on réexplique. Et on demande, enfin en tout cas c'est ce que je fais, je demande souvent aux patients de reformuler. C'est bon, j'ai terminé. Qu'est-ce que vous avez compris du coup ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Et en fonction de la réponse, ou je réajuste, ou je précise. Et évidemment, généralement, il y a des questions de la part du patient et ou de l'aidant, où j'essaye d'être, encore une fois, le plus clair possible. Sans atténuer, mais sans brutaliser non plus. Et tu parlais justement d'annoncer progressivement en fractionnant l'information. Pourquoi c'est important ? On pourrait penser aussi que le fait d'annoncer le plus vite possible, c'est plus facile à admettre pour le patient. Pourquoi tu penses que c'est important justement d'annoncer plus doucement en expliquant étape par étape ? Pour éviter la brutalité justement. Enfin, je veux dire, on est au 3e étage d'un bâtiment, on va pas sauter au rez-de-chaussée parce que c'est plus rapide. Non, on descend marche par marche, tranquillement. On admet le fait de, voilà, c'était difficile au niveau du langage, il y a tel problème au niveau de la mémoire, on a des difficultés à se concentrer, on perd en rapidité, on sature facilement, ça, plus ça, plus ça. On commence à énumérer, à faire une liste, et plus la liste se rallonge, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, mon diagnostic, en fonction de tout ce que j'ai énoncé avant, c'est ça. Et parfois, c'est compliqué pour les patients de comprendre vraiment, déjà juste avec le nom de leur maladie, ils ne comprennent pas vraiment. Est-ce que tu aurais des exemples de termes ou de mots pour reformuler un peu et expliquer certains symptômes que eux, justement, ne voient pas ? Tout à fait. Généralement, quand j'ai des patients qui vont souffrir d'une aphasie, que ce soit à la suite d'un AVC ou que ce soit lié à un trouble neurodégénératif, je vais leur faire cette image en leur expliquant, voyez, votre cerveau, c'est un peu comme une carte routière. Quand les patients vont avoir encore les mots en tête, quand avec l'ébauche orale, ça cède ou ce genre de choses, je vais leur dire, voyez, cette carte, c'est un peu comme s'il y avait encore toutes les villes, mais qu'on avait effacé les routes. Moi, mon but, c'est pas de forcément recréer la route qui était là au départ, c'est peut-être de trouver un autre chemin ou peut-être trouver une autre route, mais toujours d'arriver à destination. La destination, vous la connaissez, vous avez besoin d'un coup de main pour l'atteindre. Et moi, c'est ça mon travail avec vous. Par contre, je dis aussi souvent aux patients, généralement plutôt dans les maladies neurodégénératives, je leur dis, en fait, par contre, mon métier c'est orthophoniste, je ne suis pas magicienne, ce qui aujourd'hui n'existe plus, ne va pas réapparaître sorti du chapeau. Moi, mon but, c'est que vous soyez le plus stable possible en fonction de ce que j'ai évalué aujourd'hui. Le fait d'avoir une maladie neurodégénérative va faire que ça ne va jamais progresser, comme son nom l'indique, c'est dégénératif. Pour autant, moi je suis là pour maintenir un maximum d'autonomie, vous accompagner dans le fait de rester stable le plus longtemps possible. Et je reste toujours tout à fait transparente là-dessus. Pas que le patient se fasse de faux espoirs quant à la rééducation qu'on va mener ensemble. Comme on l'a dit par rapport à l'annonce du diagnostic et même pendant la rééducation, être touché, ça fait partie de notre métier, mais comment on peut se protéger pour pas arriver à l'épuisement et comment as-tu trouvé un équilibre entre implication et en même temps protection ? C'est un sujet que je voulais aborder avec toi justement, la place du soignant et puis comment on le gère personnellement.
parce que c'est vrai que devenir orthophoniste, ça nécessite des qualités humaines avant tout, mais il est important que l'on ait conscience que nous, on accompagne le patient du mieux qu'on peut, je l'espère pour la plupart des orthophonistes, mais on n'est pas un sauveur. En fait, on n'est pas là à porter le malheur de nos patients seuls et entièrement. C'est important d'être impliqué pleinement dans la rééducation, évidemment, sans pour ça créer une dépendance chez notre patient. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de trouver cette distance juste entre être proche de son patient pour créer l'alliance thérapeutique, mais suffisamment distant pour que tu ne penses pas la nuit, pour que quand tu prends des vacances, tu prends vraiment des vacances. Tout ça, ça va faire que tu vas pouvoir avoir cette longévité au niveau professionnel. Et concernant notre place vis-à-vis du patient, en fait, dès le début, c'est important de poser un cadre, de définir la durée et le rythme des séances, bien sûr en demandant l'avis du patient, mais c'est toujours nous qui allons proposer, qui allons suggérer quelque chose que l'on aimerait. D'autre part, on est aussi vigilante sur les modalités de contact. Le petit SMS à 23h un dimanche, on évite. Si on est plus à l'aise d'être contacté par mail, si on est plus à l'aise d'être contacté par SMS, si on est plus à l'aise d'être appelé, il n'y a pas une modalité qui est mieux qu'une autre, ça dépend de tout un chacun, mais il est important de le définir dès le départ pour éviter que les patients débordent, malgré eux, des limites que tu t'es fixées. Et puis, poser des objectifs et définir l'assiduité du patient. Lui dire, voilà, on fait un certain nombre de séances, on fait le point au bout de ce certain nombre de séances, et je verrai si on continue ou si on fait une pause. Et généralement, cette fameuse pause, c'est l'occasion de peut-être arrêter. Je leur propose toujours sous forme de pause. On fait ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, et puis je leur dis, voilà, si dans 6 mois, vous voyez que ça va un petit peu moins bien, que vous avez envie de revenir, vous me recontactez. Ça peut être le cas, mais certains patients, finalement, ne vont jamais me recontacter, ou par manque d'envie, ou manque de motivation, ou que sais-je. Et dernière partie, c'est l'assiduité. C'est important d'avoir un suivi le plus régulier possible. Si le patient, malgré ses troubles et hormis cela, ne se montre pas assidu, quand il pleut, il vient pas, quand il a le nez qui coule, il vient pas, et que sur les 8 ou 10 séances du mois, on voit qu'on en a fait que 3 ou 4, et ça sert à rien. Et c'est pas les 400 personnes sur la liste d'attente qui diront le contraire. En fait, malgré nous, c'est un métier qui est très très demandé. On ne peut pas se permettre de maintenir la place d'une personne qui n'en tirera aucun bienfait parce qu'elle n'est pas assidue, alors qu'il y a énormément de personnes qui attendent une place. Et puis dernière chose, ça c'est un petit peu plus personnel, mais avoir un entourage qui supporte, c'est important aussi parce que notre métier il prend une grande place dans notre vie. Et du coup, personnellement, j'ai la chance d'avoir un chéri, une famille, une collègue qui sont super, qui sont à l'écoute, qui sont bienveillants et qui sont parfois plus alertes que moi sur quand j'ai des petits coups de mou ou quand je me sens fatiguée et qui vont être une véritable ressource au quotidien. Voilà. Donc oui, on comprend l'importance d'être bien entouré. Et justement, en neurologie, la réussite d'une prise en charge, elle ne se mesure pas toujours au progrès, mais aussi à la qualité du lien en fait maintenu entre nous et le patient. Donc pour résumer, quels sont les messages clés que tu souhaites partager avec nos auditeurs ? Eh bien, je dirais que pour finir en neurologie, la technique c'est essentiel et fondamental pour apporter quelque chose au patient, mais que la relation, ça va être vraiment les fondations de la rééducation, ça va être ce qui est le plus structurant. L'orthophonie, pour moi, au-delà d'être un métier, c'est ma vocation. Et je le dis parce que j'ai la voix un peu qui tressaute, mais ça m'émeut beaucoup de dire ça. J'ai la chance de faire le métier de mes rêves.
C'est un métier qui est, à mon sens, extraordinaire parce qu'il offre un apprentissage permanent. Vraiment, j'ai l'impression de progresser tous les jours. Et un peu à ma grande surprise, à partir de l'année dernière, j'ai aussi pu recevoir des stagiaires parce que ça y est, j'ai 3 ans d'exercice. Et en fait, moi qui pensais beaucoup leur apporter, je me suis surprise à me sentir vraiment grandir de cette casquette de maître de stage. Parce que elles ont eu un regard, elles ont eu des questionnements différents des miens et un point de vue super adapté, super juste. Et pour ça, juste, j'aimerais les remercier. Donc, si elles m'écoutent, Sarah, Emma, Léonie et Sixtine, je les remercie beaucoup parce que avec elles et avec tous les gens qui m'entourent, en tout cas, je continue d'apprendre aujourd'hui sur notre beau métier. Et merci à vous les filles, en tout cas. Avec plaisir et merci à toi pour ce message très touchant. Et c'est vrai qu'on a la chance de faire un super beau métier et on est aussi très entouré par de belles orthophonistes comme toi qui nous guident dans nos études et même après. Donc on arrive à la fin de notre épisode. Merci beaucoup Sarah pour cet échange et merci d'avoir donné de ton temps pour répondre à toutes nos questions. C'était vraiment un plaisir de réaliser cet épisode ensemble. Je te remercie Eva, je remercie du coup l'APO d'avoir pris contact avec moi pour que je puisse partager mon expérience. Petit disclaimer aussi sur la fin, c'est mon point de vue de l'orthophonie, c'est ma vision des choses en fonction de ce que j'ai vécu, des patients que j'ai rencontrés, aussi de mes forces et mes faiblesses. Donc, c'est pas quelque chose qui va être parole d'évangile et qui va pouvoir être adapté à l'ensemble des orthophonistes dans leur pratique. Mais en tout cas, voilà, j'ai partagé avec grand plaisir mon expérience avec vous aujourd'hui. Merci pour tout. Merci à toi. Et merci également à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver notre podcast avec tous nos épisodes sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce compte et à notre Instagram APO Paris pour être informé de tous nos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de l'APO Micro.